Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Le sujet du jour, c'est la filière du dispositif médical implantable actif, mythe ou réalité. Donc on va essayer de répondre à cette question dans les 30 minutes qui nous sont imparties. Alors peut-être qu'il faut commencer par définir, alors même si la définition quelque part elle est dans ce que je viens de vous dire, dispositif médical implantable. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Actif, ça veut dire qu'il y a une action une fois que le dispositif est implanté à l'intérieur du corps. Je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que ça correspond à une classe de dispositif médical qui est la classe 3A, qui est la classe des dispositifs médicaux les plus à risque pour le patient. Donc c'est ceux qui, dans leur processus réglementaire, vont devoir apporter le plus de preuves et pour lesquels les études cliniques, etc., sont à un très haut niveau d'exigence. Je pense que ça, c'est important parce que ça va définir un peu la longueur du processus jusqu'à l'arrivée au marché et au marquage CE. Quelques exemples pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces dispositifs. Historiquement, il y en a eu pas mal dans le domaine cardiovasculaire et neurologique. Dans le cardiovasculaire, c'est les pacemakers, c'est les défibrillateurs implantables, c'est la resynchronisation cardiaque. Alors pour la petite histoire, même si ces dispositifs ont été développés par des sociétés étrangères, la resynchronisation cardiaque, c'est une innovation développée par des académiques français. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. La France, on a beaucoup d'innovateurs chez les académiques en France. Et dans le dispositif médical, très souvent, l'innovation, elle vient des médecins. C'est eux qui ont l'idée et qui, après, voient avec les entreprises pour développer cette idée. Vous avez les stents actifs aussi. Et dans le domaine neurologique, il y a toute la stimulation neurologique, qu'elle soit médulaire, donc au niveau de la moelle épinière, ou au niveau du cerveau. La stimulation cérébrale profonde dans le traitement de la maladie de Parkinson, de la dystonie ou le nerf vague dans le traitement de l'épilepsie. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui sont implantables. Alors, les progrès technologiques ont rendu d'autres applications possibles. Bertrand, vous travaillez chez Doliam, donc déjà vous allez nous dire en une minute qui est Doliam, est-ce que vous faites. Pour vous, les DMIA, c'est un sujet qui est important. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et quels sont les projets que vous accompagnez ? Bonjour à tous, merci de votre attention. Donc je représente Doliam aujourd'hui. On est une family office industrielle. On investit dans des sociétés innovantes. On a aussi des sociétés matures industrielles issues du giron industriel qu'on représente. Et puis, on met en place un hub industriel MedTech pour accueillir justement les startups du futur, même des sociétés qui commencent à se développer. J'y reviendrai plus tard. Et donc, côté Doliam, on a pris l'opportunité d'investir dans le secteur des dispositifs médicaux implantables actifs par opportunité historiquement. J'y reviendrai après aussi sur certaines startups. Mais justement pour soutenir la filière de cette industrie, autant au niveau des acteurs finaux, donc le dispositif final, que la sous-traitance, donc tous ceux qui fabriquent des composants pour cette industrie-là. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques exemples d'entreprises que vous accompagnez ? Oui, donc historiquement, on a commencé par créer Cardac, donc il y a un pacemaker qui se met dans le cœur. Alors déjà rien que ça c'est joli, d'autres le font, donc dans le DMIA si on veut y aller il faut être très différenciant. Et donc là, imaginez vous avez un smartphone et je vous dis vous n'avez pas à le recharger, vous vous préoccupez de rien, vous n'avez plus d'angoisse quotidienne, et c'est ce que fait Cardac. Le pacemaker est auto-alimenté, donc il n'y a plus de piles, c'est les battements cardiaques qui alimentent le pacemaker lui-même. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais grosse innovation. On a Fine Art. C'est aussi une autre société très innovante. Ça se passe toujours dans le cœur. On aime bien le cœur, mais pas que, mais on a pas mal de cardiaques, qui fait une pompe elle-même située dans le cœur pour l'assistance ventriculaire, donc qui se différencie énormément des autres systèmes similaires, mais qui, eux, sont plutôt des aspirateurs qui pompent le sang et qui le rejettent après. Donc voilà, donc tout ça pour vous... Et on a aussi d'autres investissements en cours. Mais il y a de belles startups en France. On a Hamid qui va en toucher quelques mots. On a Carmat qui est pas loin. Et donc voilà, il y a quelque chose à soutenir, on va en parler. Dernière petite question avant de passer la parole à Hamid. Pourquoi est-ce que vous investissez dans les DMIA justement ? Alors on est convaincu que déjà Doliam historiquement c'est un acteur de la MedTech, alors plutôt dans la partie échographie. Avec des sondes pour les échographies, etc. Par opportunité, avec un faisceau de convergence, d'expertise, et aussi grâce à leur savoir-faire dans la transduction piézoélectrique, on a créé Cardac. Donc c'était un premier pied
dans cette industrie. Bon, moi, j'en suis aussi issu de par le passé. Et donc, à partir de là, nous, on a une forte conviction qu'on a une filière forte potentielle en France, qu'on veut accompagner grâce à notre savoir-faire donc autour du dispositif final et aussi de la sous-traitance. J'insiste un petit peu, j'y reviendrai plus tard, sur toute la supply chain industrielle qu'il faut mettre en place pour que ces acteurs puissent ensuite mettre leurs produits sur le marché. Merci. Hamid, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, puisque vous êtes un des représentants de cette filière, est-ce que vous pouvez nous dire quel est d'abord le nom de votre entreprise et ce qu'elle développe? Oui, donc moi, je suis le président de la société Uromems. Chez Uromems, nous, on s'est focalisé sur un sujet qui est tabou, mais néanmoins considéré comme une priorité par l'OMS, l'incontinence urinaire des forts. Et donc, dans le cadre de cette pathologie, on vient, nous, dans notre cas, venir avec un muscle implantable artificiel remplacer la déficience des patients. Donc, notre dispositif, l'innovation majeure de notre dispositif, c'est qu'on vient apporter du mouvement dans le corps humain, donc avec un dispositif implantable actif. Alors, je l'ai dit en introduction, hein, le développement d'un dispositif médical actif, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, ça prend du temps. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux auxquels vous devez arriver, auxquels vous faites face pour arriver au marché? Alors, comme vous l'avez dit, classe 3, déjà, on est déjà d'un point de vue réglementaire sur des exigences qui sont très très fortes. Et en même temps, nous, on a combiné de l'innovation avec un système mécatronique, avec de l'intelligence dans le dispositif. Donc, on vient combiner pas mal de choses qui sont très compliquées. Donc, on est passé par différentes étapes. Déjà, comprendre le besoin médical, hein, c'est la base. Et puis derrière, trouver les manières de produire le dispositif de manière efficace. Donc nous, on a décidé de faire du Made in France, parce que tout est fabriqué en France. Et en intégrant chez nous la fabrication de la partie cœur du dispositif. Et donc on a eu plein d'enjeux. Donc, évidemment du côté réglementaire, du côté de la supply chain. Donc je rejoins complètement Bertrand sur le fait de se dire quels seront nos partenaires industriels pour industrialiser le dispositif, et puis aussi les compétences en France. On y reviendra tout à l'heure. Ok. Vous en êtes où dans le développement? Est-ce que vous êtes sur le marché? Pas encore. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Voilà, on sait que le marquage CE, c'est, on va dire, le sésame pour arriver sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre si on n'a pas le marquage CE. Mais en même temps, le marquage CE ne suffit pas forcément. Oui, tout à fait. Alors, on a démarré nos études cliniques l'année dernière, donc des études cliniques pilotes chez l'homme et chez la femme, donc avec le dispositif qui est implanté en France. Des études qui sont des études de faisabilité et de sécurité. Et puis derrière, on aura les études pivots qui nous permettront d'avoir le marquage CE. Donc il y a d'une part les aspects réglementaires, pour avoir le marquage CE. Puis après, il y a les questions de remboursement, notamment en France, qu'on a essayé d'anticiper dès maintenant, alors qu'on est encore en phase pilote, pour anticiper les attentes sur le bénéfice clinique de notre dispositif. Oui, tout à fait. Du coup, j'ai perdu la question que je voulais vous poser dans la foulée. Oui, excusez-moi. Vous développez le projet depuis combien de temps et vous anticipez un marquage CE à quel horizon? Pour qu'on ait un peu une idée du temps nécessaire à développer ce DM. Alors, si on part du début... de l'idée, on va dire. De l'idée, c'est un projet de recherche qui a démarré en 2006. Donc, vous pouvez imaginer le parcours. Je peux vous dire qu'on ne s'est pas du tout ennuyé. Et avec une phase de recherche d'abord, et puis après une phase de développement, une phase d'industrialisation et maintenant la phase clinique. Et on vise du coup d'être sur le marché autour de 2026-2027. Donc presque 20 ans après en fait l'idée. C'est ça. D'accord, ok. Bertrand, quels sont les atouts de la France en termes de compétitivité dans ce secteur? Oui. Alors, la France, on est déjà très reconnu pour notre excellence clinique. Hein. On a des praticiens dans tous les secteurs, que ce soit cardiaque, neurologique, urologique. Donc déjà, il y a une grande excellence au niveau des centres de recherche hospitaliers, qui fait qu'il y a souvent des idées qui germent. Hein. C'est un terreau, hein, ces centres-là. Après, on a une excellence aussi au niveau industriel. Alors, historiquement pas forcément très forte depuis longtemps dans le dispositif médical, mais ça vient parce qu'on a quand même quelques acteurs historiques sur le territoire. On a une ETI en région Île-de-France, hein, qui est Microport aujourd'hui. On a aussi dans le sud de la France des gens qui font du cochléaire. Tout ça, ça représente quand même du brassage de compétences, etc. Plus une dizaine de startups un peu en France. Donc on a des compétences industriellement. C'est ce qui manquait pour aller vers une vraie excellence et tous les atouts pour le DMIA. Et donc,
Si je donne une image, en France, par exemple, la filière de l'aéronautique, on a des très gros constructeurs d'avions et tous leurs sous-traitants qui fabriquent tout autour. Et c'est ce qu'on est en train de construire pour qu'on ait des vrais atouts en France, donc soutenus par les initiatives gouvernementales, etc. etc. Donc excellence clinique, excellence technique avec la formation, je crois qu'on va y revenir un petit peu, et puis l'industriel qui se met en place aussi. Ok. Il y a un sujet de financement aussi. Est-ce que la France est un pays où il fait bon être une start-up pour trouver des financements? Alors, pas fastoche. Pas fastoche. Ça vient. C'était plus compliqué encore dans le passé, mais ça reste encore pas toujours simple. On en parlait tout à l'heure ou avec d'anciens collègues. Aujourd'hui, Elon Musk, pour sa start-up Neuralink aux États-Unis, il claque des doigts, il a 200 millions de dollars, même plus. Hein. Nous, en France, pour quelques dizaines de millions, faut aller se battre, il faut être convaincant, etc. Donc, il y a besoin encore de passer des messages sur soutenir plus cette filière qui est en pleine croissance, qui a un énorme potentiel. Hein. Aujourd'hui, les DMIA, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires, enfin de marché mondial. Ça devrait doubler facilement, même. C'est un marché qui est en pleine croissance. Et donc, il faut y aller, il faut nous soutenir au niveau des financeurs. Ouais, si je comprends bien, ce qui manque, c'est pas tellement le début, puisque finalement, en amorçage, il y a pas mal de solutions et BPI, on y reviendra tout à l'heure, est très présent. Mais ce qui manque, c'est quand on veut passer à l'échelle ou quand on a besoin dans le développement de sommes beaucoup plus importantes. Exactement, c'est le capital développement. C'est là où Seed Layers, amorçage, on est pas mal. Il y a pas mal de sociétés françaises de financement qui permettent de faire les premières étapes. Amit pourra témoigner que la phase la plus dure, celle qu'on appelle la traversée du désert, c'est quand on veut monter en volume, quand on veut aller vers la commercialisation. Ok. Hamid, on l'a évoqué tout à l'heure, le marquage CE vous permet de vendre sur le territoire européen. Pour autant, en tous les cas en France, notre système de santé veut que la médecine ne coûte rien aux patients, même si elle coûte beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'il faut obtenir son remboursement. C'est quoi les étapes Comment est-ce qu'on y arrive? À partir de quand il faut y penser? Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense qu'il faut y penser dès le début, parce qu'on peut avoir une super innovation, mais si derrière, d'un point de vue économique, c'est pas valable, ça, on n'y arrivera pas. Donc nous, c'est ce qu'on a anticipé dès le début, et même en ayant pensé à ça vraiment dans les premières phases du projet, on voit encore aujourd'hui qu'il y a plein de questions qui se posent. Donc on est en plein dans ce travail. Et puis après, il y a la question de savoir comment designer les études cliniques pour justement convaincre la démonstration du bénéfice du dispositif. Et donc tout ça s'anticipe, mais en même temps avec des phases pilotes qui permettent déjà de se donner des idées de ce qui est réaliste à mettre en place comme étude clinique, parce qu'une étude clinique qui est trop compliquée peut nous emmener aussi à l'échec. Donc c'est, on va dire, un équilibre qui est assez compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des échanges avec les autorités, que ce soit la NSM ou la Haute Autorité de Santé, un peu en avance de phase pour discuter avec eux? Oui, clairement. Mais avec cette question de se dire il faut y aller au bon moment, je pense. Si c'est trop tôt, on n'aura pas assez d'éléments. Et si c'est trop tard, on aura déjà démarré des choses qui seront... Voilà, donc oui, en sachant que les autorités ne sont pas là pour vous dire... Enfin, ils ne servent pas de consultants, en fait. Hein. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut y aller avec un protocole. Enfin, ils sont là pour vous dire, oui, si votre protocole nous apporte ces données-là, ça correspond à ce qu'on attend. Mais il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est ça, il ne faut pas attendre des réponses, et ce n'est pas leur rôle de l'ANSM ou de la HAS. En tout cas, nous aujourd'hui, on a travaillé avec l'ANSM pour préparer nos études cliniques, puisqu'on les réalise en France. On a eu du coup un accompagnement qui était très clair avec l'ANSM, et on espère qu'avec la CNEDIMS, avec la HAS, ce sera le cas quand on ira interagir avec eux. Pour faire des études cliniques, il faut des KOL, il faut les early adopters les futurs early adopters de votre technologie. Comment est-ce qu'on construit un lien? À partir de quand ça commence? À partir de quand on en a besoin? Comment ça se passe avec eux? Alors dans notre cas,
l'origine de la société, elle vient du besoin médical. C'est des chirurgiens qui sont venus dès le début en disant on a un problème, il faut le résoudre. Donc ça facilite quand même pas mal les choses parce qu'on n'est pas venu d'une techno qui a été appliquée sur un sujet. On est vraiment venu du besoin médical et on a développé la techno sur cette base-là. Et derrière, ça suffit pas parce qu'aujourd'hui, on a un groupe de chirurgiens français qui nous soutiennent à 100%. Il a fallu étendre ça à l'Europe et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est en interaction avec à peu près 60 KOL qui nous aident à construire du coup la suite du projet. La suite du projet et qui seront les premiers utilisateurs sur les différents pays et Tout à qui fait. soutiendront dans les congrès. Exactement. On a rapidement évoqué tout à l'heure le sujet des compétences. Les sujets RH sont aussi importants dans les entreprises parce qu'il faut savoir embaucher les bons profils, les bonnes compétences au bon moment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, enfin, en gros, est-ce que vous avez pu, parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet, voir une évolution dans les besoins, une évolution aussi dans les compétences, dans les formations des jeunes, parce que souvent c'est vrai que les compétences techniques sont, vous avez affaire souvent à des jeunes ingénieurs. Comment ça a évolué dans les années ? Oui, alors c'est un vrai sujet en France. Quand on a démarré, c'était en 2011, on avait très peu de compétences, en tout cas de notre côté, dans le bassin grenoblois, pour vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc on a pu trouver quelques compétences. Et puis j'ai vraiment vu la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui, en termes de compétences qui se sont, d'une part, qui viennent des différentes sociétés qui développent des dispositifs implantables actifs en France, et d'autre part avec des écoles d'ingénieurs qui réfléchissent aussi à ça et qui nous accompagnent, avec qui on interagit pour du coup comprendre nos besoins. Et en fait, on crée des petits. En créant toutes ces sociétés, on crée vraiment une filière. Donc moi, je pense que c'est pas du tout un mythe. Le dispositif médical implantable actif en France, c'est une réalité. Et comme le disait Bertrand, on a une dizaine de sociétés, en tout cas que j'ai en tête, qui développent et qui forment. Et demain, en fait, ça va être exponentiel. Ouais. Il faut continuer dans cette dynamique. Oui, en fait, on a l'impression que en fait, le besoin industriel de compétences a fait que les écoles ont développé des nouveaux programmes de formation et finalement s'adaptent à la demande industrielle. Tout à fait. Avec des centres d'excellence qu'on a en France. On a des très bonnes écoles d'ingénieurs. On sait que la France est une terre d'excellence en termes de formation, en termes d'innovation du côté de nos académiques. Donc effectivement, il semblerait qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une réalité, ce développement industriel. Et puis on a cette opportunité d'être sur un domaine qui est passionnant. Donc on a aussi peu de mal à attirer des talents parce qu'on est sur un domaine qui est quand même assez... Très innovant et oui, excitant. Bertrand, vous avez évoqué tout à l'heure le projet de création d'un hub MedTech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que ça peut potentiellement intéresser certains porteurs de projets ici ? Alors, c'est très très ambitieux parce que c'est la première fois que ça va se faire en France. C'est pas un hub comme on a d'habitude dans les startups où c'est un incubateur qui va vous louer des bureaux. Ça en fera partie, mais justement pas que. Donc ça va être situé à Grenoble et à Tours. Et après, ça pourra continuer. On a aussi une petite partie en région parisienne. Donc ça s'appelle le MedTech Industrial Campus. Le but, c'est d'accompagner les startups, et pas que les startups forcément, pour les concentrer uniquement sur leur cœur de métier. Et nous, on va apporter tout le support qualité, réglementaire, industriel. Donc ce sera le gros différenciateur, c'est que ce sera un hub industriel, donc avec des salles blanches, avec de la microélectronique, de l'assemblage électronique, mécanique, etc. Ce qui fait que nos amis les start-upers qui viennent, qui ont un concept qui est super précis, etc., ils vont venir, ils seront accompagnés et ils pourront rester complètement concentrés sur leur preuve de concept. Et nous, on leur apportera toute notre valeur ajoutée, toutes nos compétences sur l'industrialisation, la mise sur le marché, la qualité réglementaire, certification, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre à leur disposition aussi votre carnet d'adresses, entre guillemets, de sous-traitants qui pourront les accompagner dans la phase d'industrialisation plus tard ? Tout à fait, c'est une bonne remarque parce que personne ne sait tout faire non plus. On a la vision de pouvoir faire un grand maximum de choses, parce qu'on a aussi des filiales chez Doliam pour aussi accompagner le MedTech Industrial Campus, donc pour designer des puces microélectroniques, pour faire plein de choses, pour l'impression 3D, etc. Mais on a toujours besoin d'autres partenaires, donc on a des bons carnets d'adresses.
Et puis aussi, on a un bon carnet d'adresse au niveau investissement, puisque nous-mêmes, on est investisseurs. Donc, on a la casquette industrielle accompagnateur, mais la casquette aussi investisseur. Et donc, on sera là aussi pour soutenir les startups dans leur campagne d'investissement. Alors, quand est-ce que ce campus va être mis en place? Première question. Deuxième question, j'imagine que vous allez faire un appel à candidature, parce que vous ne pouvez pas en accompagner 50 d'un coup. Donc, comment ça va se passer? Alors, on va d'abord commencer par Grenoble, la région grenobloise qui est très très dynamique sur l'innovation très très technologique. Bon, c'est le cœur du semi-conducteur, donc il se passe des choses dans l'implantable autour de ça, et pas que dans l'implantable. Donc je fais une petite pub, c'est pas un hub que pour l'implantable, mais bon, forcément on a des gens qui sont intéressés aussi dans cette filière-là. Et puis donc ça c'est assez court terme, hein, c'est pour l'année prochaine. Ensuite, on aura la région de Tours, aussi orientée très high-tech, aussi avec des salles blanches, de la microélectronique, etc. Et pour répondre à ta question, Armel, donc, on aura un comité de sélection. On n'est pas trop méchant, hein, on est quand même plutôt bienveillant. Donc, on veut des gens qui soient passionnés, qui croient en leur projet. Nous, on est là pour donner beaucoup d'accompagnement. Mais forcément, oui, il y a un comité de sélection pour les startups les plus prometteuses. Mais ça se fera par promotion ou ça se fera au fil de l'eau? Comment vous allez faire? C'est-à-dire que est-ce que le jour où vous ouvrez ce hub, vous lancez un appel à candidature, candidatent les startups qui veulent, vous en sélectionnez 5, 10, 20 pendant une année? Enfin, vous allez les accompagner sur quelle durée? Comment ça va se passer? Alors, on y réfléchit encore sur la structuration de sélection. Ça se passera. Nous, on est assez flexible parce que justement, ce qui a été difficile aussi pendant des décennies, c'est la rigidité dans cette industrie. On a des décisionnaires qui voient toujours la chose de la même façon, etc. Nous, on veut essayer d'être très flexible, donc soit par des processus à un moment donné, soit par de l'opportunité si on voit qu'il y a quelque chose qui maille très bien avec ce qu'on peut faire. Et on est sur de l'accompagnement très long terme. C'est aussi ce qui nous différencie. Nous, on est prêt à accompagner des nouvelles sociétés sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on est nous-mêmes issus de l'industrie. On sait que ça prend très longtemps pour aller d'un papier, d'une feuille blanche jusqu'à un produit commercial. Et donc, on se donne les moyens. On a besoin aussi de cofinanceurs. Donc, on est en train de faire un appel aussi à projet pour nous aider à terminer de financer tout ce programme pour pouvoir accompagner les startups qui justement ont besoin d'industrie et qui ont besoin de financement lors de leur phase de montée en puissance. Ok, merci Bertrand. Bon, j'espère qu'on vous aura convaincu qu'il y a du potentiel, il y a de l'avenir dans cette filière. Avant de terminer, je voudrais passer la parole à Peggy de la BPI pour lui demander en quelques mots quelles sont les actions que BPI met en place pour justement accompagner cette filière. Oui, bonjour et merci. Je crois qu'il y a une mesure assez emblématique pour la filière. C'est le plan dispositif médical qui est issu du plan d'investissement de grande ampleur qui s'appelle France 2030. Pour le dispositif médical, c'est 400 millions d'euros pour cette filière. Et je trouve en fait ce plan a une approche assez holistique de la filière. Alors, comme on s'y attend, il finance les projets de R&D. Et d'ailleurs, il y a une enveloppe spécifique de 50 millions d'euros pour les implants et les prothèses. Alors, pas uniquement actifs, mais c'est significatif. Ensuite, il cible aussi la formation. Il y a 40 masters de formation réglementaire qui ont été créés grâce au plan dispositif médical. Il cible aussi l'accès au marché. Donc ça, c'est plutôt via des aides au conseil pour les entreprises qui ont à passer la grosse marche de la MDR. Et puis, il y a aussi l'aide à la création de 2 nouveaux organismes notifiés. Je vous rappelle qu'il n'y en a qu'un en France jusqu'à présent. Et enfin, c'est de l'aide à l'industrialisation avec un appel à projet qui s'appelle Industrialisation et capacité de santé, qui est doté de 140 millions d'euros. Et je trouve ce qui est important de voir, c'est qu'il finance évidemment le fabricant, mais aussi ses sous-traitants. Et donc pour le DMIA, moi j'ai au moins 2 exemples de couples fabricants-sous-traitants qui ont été financés pour faire face aux augmentations de besoins de capacité de production. Donc je le disais, une approche assez holistique sur la filière, la proposition de valeur et sur l'innovation. Et ça, je conclurai là-dessus, c'est en plus de tout ce que fait BPI France,
je dirais de façon assez classique. Donc tout ce qui est investissement. Donc vous avez, je dirais, une demi-douzaine de fonds d'investissement qui sont susceptibles d'investir dans des startups en santé, depuis le seed jusqu'au cap développement. Et puis, et ça c'est tout un volet aussi dont on se rend peut-être moins compte, c'est tout ce qui est associé à l'accompagnement. Donc un accélérateur santé, c'est la deuxième promo là, qui va être lancée en octobre. Et puis tout ce qu'on appelle les diagnostics, et ça grosso modo c'est du conseil pour aider les entreprises dans toutes leurs problématiques de la création à l'industrialisation. Voilà. Merci Pays. Bon, on le voit, hein, il y a quand même énormément d'aide en France. Donc BPI est un bon guichet parce qu'en fait vous êtes aussi orientateur, si je peux dire, des startups. Dernier petit conseil, pour ceux qui se lancent dans le numérique, c'est peut-être un petit peu en dehors de DMIA, mais j'en profite quand même parce qu'il y a des DMIA qui sont associés au numérique également. Vous avez un site qui s'appelle Genius, qui a été développé par la DNS. Et qui vous, quelle que soit la question que vous vous posez sur quel est l'interlocuteur pour tel ou tel truc, il vous oriente. Et je pense que c'est important d'aller sur les sites soit de BPI, soit de la DNS quand vous avez des briques numériques, parce que vous aurez beaucoup de renseignements. Il nous reste 4 toutes petites minutes. S'il y a une ou deux questions dans la salle. Alors soit on les a complètement découragés, parce que quand vous avez parlé de 20 ans de développement, ça leur a fait peur. Non, on vous a convaincu. Soit ça a été très très clair. Ah, il y en a une là-bas, une question. Peut-être aller donner le micro. Bonjour. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans tous vos processus de dispositifs médicaux, il y a des réflexions aussi sur l'éco-conception et sur la fin de vie de ces dispositifs ? Oui. C'est important. Alors, pour vous donner une anecdote, aujourd'hui, nous, les patients qui souffrent d'incontinence urinaire, en Europe, c'est 12 millions de tonnes de déchets par an, donc aujourd'hui. Et donc ça, on va dire que c'est indirect pour nous, parce que c'est ce qu'on pourra sauver. Puis derrière, dans notre filière, on travaille avec nos sous-traitants pour comprendre comment on peut optimiser tous ces aspects-là, pour se dire qu'est-ce qu'on fait des déchets, comment on les retraite, comment on les recycle, et qu'est-ce qu'on fait des implants une fois qu'ils sont explantés. Donc c'est aujourd'hui un peu tôt pour avoir une réponse. Néanmoins, la réflexion est là. Notre équipe industrielle a déjà en tête ces aspects-là, parce que c'est important, effectivement. Oui, si je peux rajouter, justement, puisque comme je travaille au SNITEM, forcément, le SNITEM balaye toute la filière. C'est d'abord une priorité du gouvernement. Donc là, il y a plein de projets et de réflexions qui se mettent en route sur la décarbonation, sur la sobriété hydrique, sur l'éco-conception, sur le recyclage. Donc effectivement, on est en plein dedans. Maintenant, il faut être aussi réaliste. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va prendre quelques années parce que ça nécessite pour les industriels de changer d'abord de sourcer éventuellement de nouvelles matières premières, de redévelopper tout leur cycle de production et accessoirement, potentiellement, de repasser par le marquage CE en fonction de ce que ça change dans la conception. Donc voilà, donc c'est évidemment dans l'air du temps et on ne peut pas y échapper et c'est évident pour tous les industriels, mais je pense qu'on est juste au début, donc je pense que ça va prendre probablement une petite dizaine d'années pour que ce soit effectif dans toute l'industrie. Est-ce qu'il y a une dernière petite question ? Il nous reste 1 minute 30. Il y en a une là, Marielle ? Non, là. Ah, il y en avait une là-bas aussi. Ah, désolé. Oui, bonjour. C'est une question pour Bertrand. Vous avez dit que vous aviez besoin de cofinanceurs. C'est pour bâtir votre outil industriel ou c'est pour cofinancer les startups ? Et de quel montant vous avez besoin sur les deux volets ? Vous êtes prêt à faire un chèque ? Il y a pas mal de monde dans la salle. On va faire une quête. Alors effectivement, donc, nous on investit à 2 niveaux, 2 casquettes. Le MedTech Industrial Campus, qui est la plateforme industrielle du groupe de Liam et de toutes les startups qu'on va accompagner. Là, les ordres de grandeur, c'est des centaines de millions. Donc c'est public-privé. On fait appel à tout type de financeurs. Ça avance bien, mais donc il faut boucler encore la boucle. Ça fait partie donc du premier axe de financement dont on a besoin. Le deuxième axe, c'est d'avoir un fonds propre de financement, donc indépendant, pour pouvoir investir dans des entreprises dans lesquelles on croit. Donc ça aussi, c'est en cours de construction. Et on est sur un fonds assez costaud,
Je ne peux pas trop dévoiler les montants, mais plus que ce que je disais tout à l'heure quand il fallait aider les startups dans leur phase de développement. Donc pour pouvoir justement aller du seed layers jusqu'à la phase de développement pour plusieurs sociétés. Bon, ça c'est une super nouvelle. Bah écoutez, 0, on a fini pile poil à l'heure. Merci beaucoup à Hamid et Bertrand. Merci. Et merci et bonne journée à tous. Merci à vous.